mètres du sol. L'Américain a tiré rafale sur rafale, mais sans jamais faire mouche. Pour mon premier duel aérien, je n'arrêtais pas de tirer, mais j'ai dû cesser pour simplement le suivre. J'étais juste derrière et un peu au-dessus de lui. Puis j'ai vu une traînée de fumée sortir de son moteur. Immédiatement, j'ai réduit les gaz, car je me suis dit que c'était ce qu'il avait dû faire. Tandis que son adversaire ralentit, Bob Brull s'approche juste à côté de lui. J'étais légèrement au-dessus et j'ai songé à dégainer mon 45 pour lui tirer dessus. C'est vous dire s'il était prêt. Pour ne pas décrocher, le FW-190 doit accélérer. Soudain, le sommet d'un arbre se présente et l'Allemand redresse pour éviter l'obstacle. Quand il a redressé, j'ai pu viser et j'ai tiré une rafale qui a fait mouche. À environ 560 km/h, le FW-190 s'écrase dans la neige. Une boule de feu noire et huileuse jaillit devant Bob Brull. L'avion était couvert de carburant et je ne voyais plus rien. Donc j'ai tiré un peu sur le manche pour être sûr de ne pas m'écraser. Finalement, le carburant a suffisamment dégouliné du pare-brise pour que je puisse voir à travers. Bob Brull tourne la tête à la recherche d'une nouvelle cible. Un autre FW-190 est apparu devant moi et je me suis lancé à sa poursuite. Il vise et tire une première rafale. Puis, il tire une deuxième fois. Mais à son grand désarroi, il constate que ses canons se taisent. Il n'a plus de munitions. C'est une erreur dramatique. Tandis que Bob Brull passe fiévreusement en revue les options à sa disposition, des boules de feu rougeoyantes passent au-dessus de sa verrière. J'ai regardé derrière moi. Mon Dieu, il y avait un ME-109. L'Allemand tire sur Bob Brull avec son terrible canon de 20 mm. Je virais vers la gauche. On nous avait toujours dit qu'il fallait tourner à droite si on était suivi par un ME-109, car il se comportait médiocrement en virage sur ce côté. Donc, j'ai basculé côté droit, puis je me suis dit, puisque je tournais à gauche, autant continuer. Donc, j'ai donné un grand coup de drapeau pour rebasculer de l'autre côté. Cette feinte involontaire surprend le Messerschmitt 109 qui perd son avantage. Son tir est trop court pour atteindre le P-47. En me retournant, j'ai vu qu'il me tirait dessus. Il avait deux mitrailleuses qui faisaient... Et je me suis dit, oh, ça a de l'allure. Je vous jure, c'est ce que je me suis dit. Bob Brull met les gaz et s'octroie un supplément d'énergie. Un mélange eau-méthanol est injecté directement dans les cylindres pour refroidir le moteur suralimenté. Le moteur Pratt & Whitney R2800 hurle sous l'afflux de 300 chevaux supplémentaires. L'adversaire de l'Américain doit pousser son Messerschmitt à la limite de ses capacités. Je le rattrapais. On a dû faire un 360 presque complet et j'allais bientôt pouvoir me caler dans sa queue. Mais l'Allemand lâche le premier et s'éloigne. Bob Brull le laisse partir.
Sans munitions, continuer la poursuite ne servirait à rien. L'Américain tire sur son manche et remonte à 200 pieds, environ 60 mètres au-dessus d'Y-29. Tous les artilleurs m'ont tiré dessus, mais aucun ne m'a touché. J'ai agité mes ailes. C'était incroyable. Ils nous voyaient tous les jours. On avait des ailes elliptiques et un gros moteur en étoile, mais ils nous tiraient quand même dessus. Ça m'a vraiment énervé. La bataille s'étend alors sur plus de 25 km² de campagne belge. Les Américains ont fait des ravages dans les rangs de la Luftwaffe, mais ils sont encore en infériorité numérique. Et l'affrontement est loin d'être terminé. Au contraire, le combat à l'aplomb d'Y-29 s'intensifie. L'enjeu ne pourrait pas être plus important. Cette bataille n'est qu'un combat parmi tous ceux que l'immense offensive allemande a provoqué. Mais si les Alliés s'adjugent la victoire, ils briseront les reins de la Luftwaffe. Sidérés, les soldats au sol observent le déroulement de ce bras de fer. Tout le monde regardait comme si c'était un match de foot. Descends celui-ci. Whitling est à ses trousses. On les encourageait du mieux qu'on pouvait depuis le sol, mais on assistait à un match mortel. Quand un ME-109 arrive en hurlant, presque sans prévenir, pour mitrailler en rase-motte, Richard Creamer s'abrite derrière un tas de détritus. Quand il est passé, j'étais allongé. J'ai dégainé mon Colt 45, je l'ai armé et j'ai tiré quelques balles. Autant essayer de tuer une mouche avec une carabine à air comprimé. Au-dessus de la base aérienne, le combat atteint son paroxysme et se transforme en épreuve d'endurance éreintante. Les pilotes luttent contre la fatigue, mais ils doivent continuer à se battre avec agressivité tout en économisant leur carburant et leurs munitions. Le lieutenant Alden Rigby se jette à nouveau dans la mêlée. Il repère un P-47 dont l'aile droite est en feu. C'est le lieutenant Jack Kennedy dont le Jug a été durement touché dès le début des hostilités. Malgré l'incendie de son appareil, il a réussi à renverser la situation. Et il s'en prend maintenant au BF-109 qu'il a touché. Je vois ce P-47 tirer sur le 109. Et il touche plusieurs fois la queue. Le 109 vire sur la gauche en remontant, le P-47 passe sur l'extérieur, et moi, comme je suis en dessous, je remonte entre les deux. Alden Rigby tire une rafale. Le pilote allemand est tué sur le coup. Le BF-109 bascule et Jack Kennedy en profite pour dégager et se réfugier dans les nuages. C'est la troisième victoire de la journée pour Alden Rigby. À ce moment-là, Sanford Motes sort de la mêlée et met le cap au sud.